Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, mais bonsoir tout le monde, tout va bien, Stéphane? T'as envoyé le générique? J'ai tout envoyé ça ça y est. Ah, tu n'as pas entendu le générique? D'accord, j'entends rien. Non, mais c'est pas grave. Il faut expliquer aux gens. En fait, on n'est pas ensemble aujourd'hui. On fait une émission à la planète un peu bizarre. Un peu. Attends, en revanche, j'entends très bien le bruit de ton clavier, Stéphane. Ah non mais du tout, je touche pas à mon clavier. Tu touches un truc. Mais je suis chez moi, à Paris, devant un ordinateur. Alors c'est pas sexy parce que je vois un espèce de tableau tout moche. J'entends des bruits bizarres dans l'ordinateur et ça c'est pas grave. Nadine, avec qui on va parler des États-Unis dans un instant, est à côté de moi. Et on s'est dit qu'on allait quand même faire une émission consacrée aux États-Unis, ce qui se passe, rappeler un peu tous les gens qui sont là-bas et qui sont dans la grande bande d'Allô la planète, pour parler un peu de leur ressenti et de ce qui s'est passé ces derniers temps. Stéphane, t'es là donc? Oui, je suis là. Ok, je t'entends bien. Flo? Oui, coucou. Alors Flo, je t'entends moins bien et je suis extrêmement déçu parce que je vais pas entendre ton rire. Oh. Alors, Je suis là. Mais oui, c'est vrai qu'avec la technologie, là, c'est un peu compliqué à distance, mais ça fait quand même du bien d'être quand même connecté. On fait donc une émission à distance avec un logiciel que je ne connaissais pas, qui marche pas mal. J'espère que vous nous entendez bien. On est ensemble, tout va bien. C'est Allô la planète. On démarre avec Macha, c'est ça, Stéphane? Oui. Allô? Ah, ma chère Macha, comment Coucou allez-vous, Macha. chère amie? Très bien, ça va très très bien. Il fait comment là? Vous êtes toujours confiné à Montréal? Ben, tu sais, on n'est pas vraiment confinés là, mais oui, les bars et les restos sont toujours fermés. Donc, c'est ça. On continue comme on peut. Ils demandent à ce qu'on reste chez nous et puis sûrement que les fêtes, on va pas pouvoir faire de rassemblement. Mais ça, c'est encore en train de Attends, en parler. vous êtes un peu comme nous, c'est-à-dire que vous pouvez sortir pour aller bosser, les enfants vont à l'école, mais c'est tout, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Mais après, nous, on a tous les magasins d'ouverts là, normalement. Hein. Ah, vous avez tous les magasins, vous? Ouais, tous les magasins sont ouverts, les centres d'achat, tout. C'est juste vraiment les bars et les restos, les discothèques, tout ça qui sont pas ouverts. La vache. Ouais, non, nous, non, tu sais, nous, ils ont tout fermé, nous, c'est vraiment pas cool. Ouais. Nous, on peut acheter des bobettes encore, c'est bon. Est-ce que vous vous rendez compte tous? L'autre jour, je me suis rendu compte de ça avec effroi, que j'étais heureux d'avoir une autorisation pour aller travailler. Alors qu'il faut pas oublier quand même que le but de la vie, on est tous d'accord, c'est de ne pas travailler. Et là, tout à coup, ils ont réussi toute cette histoire à transformer mon cerveau pour que je devienne heureux d'avoir un paplard m'autorisant à aller dans un bureau. Mmh. C'est épouvantable. C'est terrible. On s'est fait avoir, Macha. On s'est fait avoir. Non, on est toujours en télétravail. Bien sûr, on a le droit d'aller dans les bureaux, là. Mais ouais, c'est ça. Bon, alors, les résultats des élections américaines, vous avez suivi ça de près? Comment ça se passe? Au Canada, on suit ça? Oh oui, on suit ça de très près parce que bon, c'est nos voisins. Et puis bon, Trump, il est un peu lunatique. En plus, il y a eu des histoires du prix de l'acier qui veut taxer au Canada. Enfin bref, il y a eu plein de petites histoires. Donc, on est assez content qu'il ne soit pas repassé, même si c'est pas encore officiel malheureusement. Là, mais ouais. Il y a eu Qu'est-ce qu'on en dit là-bas? Mais en fait, c'est vachement partagé parce qu'il y a plein de gens qui aiment Trump pour plein de choses là, par rapport aux travailleurs autonomes et tout ça, par rapport aux entreprises. Puis Joe Biden, en fait, c'est comme si on choisissait entre la peste et le choléra, si je puis dire. Ouais. Ouais, c'est comme ça que les gens ils le voient. Oui, la peste et le choléra. Attends, il y a Nadine qui est là, qui est passée 25 ans aux États-Unis. C'est pour le micro et il parle dedans. La peste et le choléra. Bonsoir d'abord. Bonsoir Nadine. Le choléra, je suis d'accord parce que moi, de ce que j'entends à New York et je suis assez souvent au téléphone, c'est exactement l'expression qu'on entend. Il y avait les choses entre la peste et le choléra. Donc voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Donc les choses sont peut-être un peu, enfin à New York, donc bastion démocrate s'il en est.
les gens sont plutôt soulagés. C'est là où il y a eu ces scènes de liesse, ces foules qui ont célébré. Moi, je me demande un peu d'ailleurs si cette célébration qui a presque pris des accents extrêmes n'était pas aussi un moyen de se défouler vis-à-vis du corona. Parce que bon, ils en ont bien bavé à New York avec le corona, et là, on les a autorisés à faire une grande fête au moment des élections. Donc, je sais pas très bien s'ils célébraient vraiment la victoire de Biden ou si c'était au contraire une façon de se défouler vis-à-vis de toute la pression qu'ils subissent à cause du corona. Mais Macha, comment il s'appelle, Trudeau, là, il est plutôt côté démocrate, lui. Oui, je pense que le Canada est quand même bien soulagé que ce soit plus Trump, mais à voir ce que Biden va offrir, mais c'est sûr que ça va être très difficile parce que le pays est complètement divisé en deux, là, c'est vraiment moitié-moitié, et puis on se demande vraiment ce que ça va donner dans le futur. Donc, on ne sait pas. Ouais, c'est vraiment, oui, on est content que Trump soit plus là parce que bon, il avait quand même des réactions assez tranchées et tout ça, mais c'est ça. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a une espèce de méfiance quand même vis-à-vis de Biden. Bah oui. Alors que non mais pas du non mais ah oui quoi. Mais ici en Europe en tout cas, pour nous c'est le gentil qui a gagné quoi, tu vois, il y a Luke Skywalker qui a tué Darth Vader. C'est bon, mais c'est vraiment ça hein, on a simplifié l'histoire totalement. Le méchant c'était Trump, on l'a viré. Et il y a un gentil. On sait même pas qui est ce Biden, on sait pas ce qu'il a fait, on sait pas ce qu'il va faire. Mais au moins, il y a plus mais il sera moins pire. Ce que je veux dire. On ne pose aucune question. D'ailleurs, parce qu'on a un peu autre chose à faire aussi, hein, mais c'est pas notre président. Mais voilà, on sent bien qu'on l'a évacué sans trop réfléchir à ce qui se passerait derrière. Ouais, c'est ça. En fait, les États-Unis ont choisi entre Trump qui agresse, on va dire, qui a accusé d'agression sexuelle, contre Biden qui est accusé de pédophilie. Donc, tu sais. C'est bien vu, ça. Attends, mais quoi, pour de vrai? Oui, pour de vrai. Oui, pour de vrai. Donc, tu sais, c'est entre un mec, un agresseur sexuel au niveau des femmes et un pédophile, tu sais, des fois, tu fais, qu'est-ce que je choisis? Attends, c'est vrai, j'ai lu nulle part qu'il a un dossier pédophile qui lui traîne derrière, si je puis dire. Je pense pas qu'il ait été inculpé ou quoi que ce soit, mais apparemment, oui, il y a eu des rumeurs comme quoi les petites filles, il aimait bien ça. Bah, c'est la propagande de Trump, hein. Ah, si je me permets. Carlotta. Coucou Carlotta. Carlotta, bienvenue. Bonjour, salut, ça va? Oui, c'est où Carlotta? Eh bien, moi, je suis au Connecticut, là. Ma mère vit ici, donc on a un barbecue entre voisins, là, qui va s'organiser avec moult distanciation sociale. Mais je reviens d'Atlanta. J'étais en Georgie, moi, là, ces derniers temps. Atlanta, on le compte à la main. Ils ont bien recompté à la main tous les bulletins, pour de vrai? Oui, franchement, je crois qu'il y a pas trop de doute sur la victoire. Il y a quand même 14 000 bulletins de différence, donc faut arrêter de comparer le recomptage de cette année avec de l'an 2000 où il y avait 500 voix d'écart quand même. Donc on n'est quand même pas du tout dans le même cas de figure. Et en plus, le gérant en gros des élections en Géorgie, c'est un républicain. Donc je veux dire, s'il avait envie de... Donc, voilà, il met tous les efforts qu'il peut pour recompter moult fois. Maintenant, ils vont faire ça à la main, histoire de bien faire traîner le truc. Mais il y a un moment, il faut aussi se rendre à l'évidence, quoi. Il y a un déni de la part du camp trumpiste et républicain d'accepter cette défaite, qui certes est sur un fil, d'accord, mais une défaite tout de même. Voilà, c'est quand même le pire. Les deux, là, elles font une discussion privée, c'est une émission de radio, c'est moi le chef. Donc, tu n'interviens pas comme ça quand tu veux. Ah bon? Tu vas chercher des bières parce qu'il n'y en a plus. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Carlotta. Oui, tais-toi, va chercher des bières. Et on en était à Macha et Trump qui est pédophile. Alors, vous m'avez perdu, là. Oui, je voulais juste, c'est moi qui suis intervenue un peu brusquement parce que ça fait quand même partie de la grosse machine propagandiste de Donald Trump qui a été de dire Joe Biden c'est un pédophile. Ils ont vraiment nourri cette idée via les réseaux sociaux, notamment auprès des communautés latinos qui sont quand même assez catholiques et voilà conservatrices et tout, en montrant des images de Biden qui serait trop gentil avec les enfants. Bon, on en pense ce qu'on veut. De fait, il n'a pas été mis en examen pour pédophilie. Donc, à un moment donné, c'est un petit peu gros de répandre ces rumeurs. Macha, tu t'es fait avoir.
Non, non, moi, j'ai rien lu là-dessus. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, j'ai rien lu. Hein. Intervenir, La il y a rumeur. aussi la corruption des deux fils ou des beaux-fils, parce que chez Trump, il y a beaucoup de corruption, et chez Biden aussi. Là, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. En fait, je pense que il y a du bien et du mal dans les deux. Donc, c'est ça. Mais comme j'ai dit, il faut voir ce que ça va donner plus tard. Là, c'est surtout les relations canadiennes et américaines. Là, nous, on attend vraiment de voir ce que ça va donner. Là, et puis, on espère que ça va être du positif. Pourquoi c'était pas bien, là, les relations canado-américaines? On n'en sait rien, nous, on suit pas du tout ces histoires-là ici. C'était un peu tendu pour certaines choses. Il y a eu comment on appelle ça, ils voulaient faire passer un truc là dans tout le pays du Canada. Je me rappelle plus, ça y est, je le nomme sur le bout de la langue là. Mais en fait, bref, ils voulaient faire venir le pétrole ou je sais plus quoi de l'Alaska. Ils voulaient faire que ça traverse tout le Canada et que ça arrive aux États-Unis. Ah oui, un pipeline au Canada, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, il y a eu ça. Puis c'est ça, il y a eu aussi le prix de l'acier que les Américains voulaient taxer encore plus aux Canadiens. Il y a eu quoi aussi? Il y a eu un truc aussi au niveau du gaz, je crois. Enfin bref. Ça s'est tendu, quoi. Ouais, c'est tendu, mais ça reste quand même stable, si je veux dire. Mais là, avec ce qui se passe, je sais pas ce que ça va donner. Donc, voilà. Ok, bon, ben Macha, merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. En plus, tout va bien, sinon la vie, tout ça, ça va? Ouais. Oui, très très bien. Là, on a eu un pic de chaud. Là, on a eu 3 jours, on n'a rien compris. Il a fait 20 degrés. Et surtout qu'il avait neigé la semaine d'avant. Puis là, de nouveau, il fait froid, donc il y a de la neige qui s'en vient. Et attends, juste un mot, la crise au Canada à cause du coronavirus. Il y a moins de boulot, c'est difficile ou les gens s'en sortent? Je sais pas trop parce que moi, dans mon entourage, tout le monde travaille. Moi, je travaille, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça donne vraiment. Là. Vu de toi, hein, de toute façon. Vu de moi, je vois qu'il y a quand même des endroits où ils embauchent, mais c'est sûr que c'est pas de la job super payante là. C'est du style aller travailler chez Tim Hortons, aller travailler dans des épiceries et tout ça. Mais il y a quand même, ils cherchent, mais c'est quand même des temps difficiles pour les entreprises parce que bon. Des fois, on touche mieux le chômage maladie qu'aller travailler parfois. Merci beaucoup, Macha. À la prochaine. Salut, Macha. Bye. Carlotta, donc. Oui. Et alors, j'avais oublié que tu avais de la famille là-bas parce que tu bosses pour RFI, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Ouais, moi je bosse pour RFI, mais ma mère, ça fait 15 ans qu'elle vit ici, donc moi j'ai grandi ici aussi pendant 10 ans. Donc voilà, j'en profite pour voir un peu ma mère aussi, que je vois pas souvent. D'accord, donc tu fais les deux, quoi, voyage familial et boulot. C'est ça. Enfin, c'était surtout boulot, mais je finis ici. Je me suis mis en septaine confinée chez ma mère pour la fin. Alors, la dernière fois, on t'a laissé, tu te baladais à travers les États-Unis avant les élections. T'as terminé ta balade. Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Eh ben, il en reste quand même une fête assez enthousiasmante à Atlanta, puisque je dois dire que là, en Géorgie et à Atlanta en particulier, qui est une ville hyper progressiste, très noire, et qui a contribué à la victoire de Biden en Géorgie et qui donc aujourd'hui va peut-être permettre à l'administration de Biden d'avoir la majorité au Sénat, ce qui est quand même fondamental, c'est-à-dire qu'il reste 2 sénateurs à élire en Géorgie, parce qu'il y a eu un premier tour où il n'y a pas eu de majorité, donc il y aura un deuxième tour le 5 janvier, et ces 2 sénateurs, c'est la seule option pour ce gouvernement d'avoir une majorité au Sénat et donc de pouvoir faire quoi que ce soit. S'ils ne gagnent pas les 2 sénateurs en Géorgie, globalement, on s'en va vers un gouvernement qui est une coquille vide, en fait, qui va faire des propositions. Il va y avoir des propositions qui sont faites par la Chambre des représentants, par le gouvernement, et puis au Sénat, s'il est contrôlé par les républicains, ils vont absolument tout bloquer. Et donc concrètement, là, c'est un peu l'expectative encore. On ne sait pas exactement de quoi, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à ce que cette Géorgie élise ces 2 sénateurs. Donc c'était quand même très intéressant d'être là-bas parce que
non seulement la Géorgie, c'était un État hyper républicain, hyper conservateur, et que là, en gros, ça a basculé grâce à la mobilisation des Afro-Américains, qui en général sont super abstentionnistes. Du coup, ils ont vraiment eu le sentiment que c'était quand même grâce à eux si Joe Biden avait des chances de gouverner demain. Donc, ils étaient quand même assez contents, et franchement, c'était chouette de participer à cette exultation générale de joie, même si elle est temporaire et même si tout le monde sait très bien que ça dépendra des élections sénatoriales maintenant qui s'en viennent. Et toi, et alors dans le pays, je sais pas comment on a ressenti ça de là-bas. Ici, on avait l'impression de voir une espèce de cirque. Franchement, j'ai l'impression que c'était pas sérieux tout ça. Comment ils ont vécu tout ça là-bas? Il y avait des tensions, il y avait des. Comment t'as ressenti ça? Il n'y a pas eu de tension. Il y a eu des petits groupes pro-Trump qui, bien sûr, sont allés le jour de la proclamation de Joe Biden en tant que vainqueur. Donc, c'était samedi dernier. Il y a des petits groupes de Trumpistes qui sont allés devant les bureaux de vote pour dire non, il faut continuer jusqu'au bout à compter, il faut continuer à compter jusqu'au bout. Ce qui, on peut dire, est légitime, mais sauf qu'il y a un moment en fait où le comptage des voix, il a dépassé largement ce qui reste à compter. Donc, même si tous les bulletins qui restaient à compter étaient pour Trump, globalement, c'était gagné dans tous les cas. Donc, c'est un peu un jeu politique. C'est un peu un deuil là qui va devoir faire une moitié de l'Amérique, parce que globalement, il y a 70 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump. C'est 5 millions de plus qu'en 2016. Donc, il a quand même renforcé sa base. Le Parti républicain est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut se permettre globalement d'être dans le déni, parce qu'il sait très bien que dans tous les cas, il va continuer, Trump va continuer à être une figure politique majeure pour l'avenir du parti. Donc oui, il y a eu des petits groupes, mais majoritairement ça s'est bien passé. Il y a eu aucune violence. Donc voilà, c'était plutôt le camp voilà, des démocrates, des progressistes, des gens qui vraiment ont saturé d'une présidence qui était vue comme assez autocratique, qui respectait pas forcément les institutions américaines, qui était, on va dire, avec un personnage considéré comme vulgaire et peu respectueux des femmes et des minorités. Tout ça, ça a pesé sur beaucoup de gens, et ces gens, ils en ont profité pour se lâcher, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, toi qui connais bien l'Amérique, toi qui es bien dedans, qu'est-ce que tu penses de toi personnellement de tout ça? Est-ce que ça va changer quelque chose, ou finalement on change l'homme mais l'Amérique ne bouge pas? Je pense que ça va changer l'image de l'Amérique, parce que j'imagine que le visage de Donald Trump pour l'Amérique, c'était pas forcément ce que les progressistes du monde entier appréciaient de voir, et que c'était un peu limitant. Enfin bon, quand même, l'Amérique, c'est un endroit qui est extrêmement métissé, avec des gens et des militants qui veulent avoir un système social plus poussé, qui voudraient une Amérique plus empathique, moins capitalistique. Donc cette Amérique, elle existe, et c'est pas un fantasme. Les gens, ils ont envie que ça se passe, même si c'est pas ce que l'Amérique a représenté historiquement. Et donc aujourd'hui, Joe Biden, c'est un peu l'image peut-être lisse, parce que ça reste un personnage qui a gouverné pendant 34 ans dans ce pays. C'est quelqu'un d'extrêmement bipartisan. Il est clairement pas assez progressiste pour toute la frange de gauche radicale, comme on dit, qui lui a permis de gagner d'ailleurs, parce que c'est quand même eux qui se sont énormément mobilisés pour que ça passe. Mais voilà, ça apaise, on va dire, cette Amérique-là qui était en tension. En revanche, tous les gens qui ont voté pour Donald Trump, aujourd'hui, ils sont énervés, quoi. Ils sont énervés, et ils sont probablement désespérés, parce qu'ils voient ça ils voient l'élection de Joe Biden comme l'intrusion du socialisme dans ce pays, comme il a été souvent dit. Et donc, plus d'État, plus de contrôle fédéral. Alors, le tas, ça c'est dingue quand même. J'ai vu plusieurs fois passer un reportage, effectivement, où on voyait des partisans de Trump dire que le socialisme, et tu sentais que dans leur voix, le socialisme, ça voulait dire le communisme et l'Union soviétique, arrivait aux États-Unis à travers Biden. C'est complètement fou l'image qu'ils ont du socialisme, quoi. Parce que pour nous, Biden, c'est un mec de droite, quoi. Oui, voilà. Non, mais c'est parce que ça, c'est quand même là, il faut donner du crédit
au camp républicain. Ça fait 4 ans, globalement, qu'eux, ils sont en campagne, et ça fait 4 ans qu'ils poussent cette idée que les démocrates sont des socialistes, et quand ils disent socialistes, ils parlent de communistes, parce qu'en fait, ils font référence au régime socialo-castriste qui existe au Venezuela ou à Cuba. Et donc, c'est associé à ça, sachant qu'en plus, il y a une importante communauté cubaine, notamment en Floride, qui, auprès des communautés latino, via la langue, en fait, via les réseaux linguistiques et médiatiques, a réussi aussi à donner cette idée-là, que les démocrates américains, c'était en fait la porte d'entrée vers des régimes socialo-castristes, qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on a... Ils savent pas que ça existe plus. Enfin bon, non mais c'est marrant de voir à quel point c'est resté quand même l'épouvantail, quoi. Le socialisme est resté l'épouvantail pour toute une frange de la population américaine, alors que chez nous, ça a complètement disparu. Tu vois, ouais, c'est curieux. C'est curieux. Après, c'est sûr que c'est un État qui reste fédéral dans l'âme. Et donc, l'idée qu'il y ait en gros que Washington impose des choses communes à tous les États, c'est vu comme une intrusion sur l'autodétermination de chaque État. Et c'est aussi ça qui transparaît dans les mesures, pour ainsi dire, socialistes, c'est-à-dire d'aide sociale, de régulation environnementale, etc. Ça, on a du mal à comprendre, nous, avec un pouvoir centralisé très fort qui décide de tout pour tout le monde. On a du mal à imaginer, d'ailleurs, il faut le répéter pour comprendre l'Amérique, que là-bas, il y a un pouvoir complètement éclaté. L'autre jour, j'en parlais justement avec ma sœur qui me disait, mais tu sais, par exemple, il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale aux États-Unis. C'est dans chaque État, tu as une vision de l'enseignement qui est différente. Et c'est comme ça pour tout. Et on a beaucoup de mal à imaginer ça, nous, et à comprendre à quel point chaque État et chaque population américaine dans son petit coin est attachée à ça, à une indépendance locale. C'est des Bretons. En fait, c'est tous des Bretons. Un peu. Et oui, et pour faire simple, si on veut simplifier, c'est sûr que le camp démocrate pousse une vision plus, on va dire, centralisatrice. Voilà. Sinon, Carlotta, en sortant de tout ça, raconte-moi un peu, t'es où, c'est comment autour de toi? Bah, c'est l'automne. C'est comment sur la côte est, donc le Connecticut, c'est une zone. Là, je suis au bord de la mer, mais c'est aussi une embouchure de rivière, donc c'est une zone un petit peu marécageuse, avec beaucoup d'arbres jaunes, oranges, rouges actuellement qui perdent leurs feuilles. Je dois dire que c'est une des plus belles périodes de l'année ici. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Enfin, si, il fait froid le soir, mais doux la journée, donc c'est assez idéal selon moi. L'été indien, tout ça. Pardon? L'été indien. Voilà, l'été indien. Alors, il est un peu... franchement, il s'étale un peu trop, là. Normalement, en novembre, à cette heure-ci, on devrait déjà avoir plus froid que ce qu'on a. Mais bon. Et donc, barbecue, là. Et donc, barbecue avec les voisins qui se sont pas vus depuis plusieurs mois et qui, là, vont faire... c'est ma mère qui organise ça. Qui font un get-together, mais avec 1 mètre de distance entre chacun. Bon, voilà. Et je pense que, je sais pas si on va parler beaucoup de politique, parce que donc il y a des voisins qui ont voté Trump, des voisins qui ont voté Biden, et on le sait parce qu'ils mettent les panneaux dans le jardin. Ah oui. Et je pense que les gens ont quand même encore un peu de mal à parler de ça. Hein. C'est pas encore tout à fait réconcilié. L'Amérique n'est pas tout à fait réconciliée. Il faut éviter le sujet. Après, je te laisse au barbecue. Sur cette histoire de panneaux dans le jardin, ça aussi c'est dingue quand même vu d'ici. C'est très américain. Clairement ses positions sur sa voiture, dans son jardin. On met des panneaux, quoi, ou des autocollants. Bah, ceux qui sont les plus convaincus, oui. Après, il y a tous ceux qu'on a appelés les votants timides, et ils étaient assez nombreux, ceux-là, pour Trump. C'est tous ces gens qui mettent pas de panneaux, en fait, et on n'en sait rien, et qui, dans les urnes, du coup, se révèlent leur position. Mais oui, sinon, en tout cas, pour ceux qui sont convaincus et fiers de leurs idées, il n'y a pas de problème à afficher ces couleurs. Ouais, c'est marrant. Bon, bon barbecue. Merci, bonne émission. Il faut Salut. au barbecue. Salut Carlotta. Merci Carlotta, bonne journée. À Bye plus bye. tard. À très bientôt, bonne émission. Ciao. Salut à tous. Bye. Stéphane, Flo, vous êtes là? On est là, oui. Eric, ce que je te propose, c'est qu'on mette un bout de musique. Vas-y. Je t'appelle pendant la pause musicale. Et puis on enchaîne. D'accord, ça marche. Ça Je suis marche. là. À tout de suite. Il y a Vladimir qui est là. Tu veux dire bonjour aux gens? Voilà. Moi aussi, je suis là. Allez, dis bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Allez, à tout à l'heure. Il y a que cela. Non, il y en a d'autres. Vous vous ennuyez ou pas? Non, ça va. Mais si vous nous manquez. Allez, j'envoie. Allez, roule, musique. El único que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos 6 mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba más. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira politica. Et on a, je ne sais plus comment il s'appelle ou elle s'appelle, qui est à Cuba. Comment il s'appelle, Stéphane? Ah, il est parti. Qui est à Cuba, que Stéphane et Flo ont appelé et qui nous donnent les impressions à Cuba. Quelles ont été les réactions des gens? Quelle est l'ambiance là-bas? On écoute Cuba et puis après on revient. À tout de suite, c'est parti. Allô la planète, salut tout le monde. Depuis La Havane où les élections américaines ont été suivies d'assez près, parce que les Cubains attendaient qu'une chose, c'est que Donald Trump perde ces élections et ne soit pas réélu. C'était vraiment l'espoir ici et c'est pour ça que ils ont observé ces élections avec beaucoup d'attention parce que voilà, 4 ans de Trump à la Maison-Blanche, pour les Cubains, ça a été très difficile. L'économie a vraiment de grandes difficultés, en partie à cause du blocus, mais seulement en partie. Mais c'est vrai que voilà, Donald Trump a vraiment endurci le blocus qui dure depuis plus de 50 ans. Mais même s'ils ont l'habitude, Donald Trump a vraiment eu une politique quasiment sans précédent envers Cuba. Il a endurci les sanctions. Ça a été un coup dur pour Cuba parce que, en plus de ça, Obama, avant lui, avait au contraire
eu une politique plutôt d'ouverture et de rapprochement avec Cuba et avec Raúl Castro. Donc là, Raúl Castro s'est retiré du pouvoir et avec Donald Trump, le président Miguel Díaz-Canel n'a jamais réussi à se parler, en fait. Ils ont jamais entamé un quelconque dialogue et au contraire, Donald Trump imposait toujours des restrictions, des mesures pour limiter l'économie cubaine, pour l'entraver. Je pense par exemple au tourisme. Obama avait permis à de nombreux Américains de voyager et à Cuba pour visiter l'île. Et Donald Trump est revenu sur tout ça. Il a supprimé donc de nombreuses autorisations de voyage. Il a supprimé les vols directs entre les États-Unis et Cuba, sauf vers la Havane, alors qu'avant, depuis les États-Unis, on pouvait voyager à Santiago, à Holguín, à Cienfuegos, enfin à différentes villes de Cuba et dans les petites îles aussi, les Cayos, où il y a des hôtels avec la plage et tout ça. Donald Trump est revenu sur tout ça et donc il y a eu une grosse chute du nombre de touristes sous le mandat Trump. Et puis des restrictions de tout ordre, mais principalement économiques et commerciales, avec des limites imposées aux envois d'argent des familles à l'étranger, aux familles sur l'île. Il a mis des limites pour donc les voyages, je disais, les envois d'argent. Il a aussi beaucoup critiqué les médecins qui partaient en mission à l'étranger et qui sont aussi la première entrée de revenus à Cuba. Et donc cette politique d'agression, en fait, c'est comme ça qu'on l'a appelé ici, cette politique d'agression de Donald Trump a vraiment porté un coup dur à l'économie cubaine. Et donc ici, en fait, tout le monde n'attendait qu'une seule chose, c'était que Donald Trump ne soit pas réélu. L'élection de Biden en soi, c'est pas, ça n'a pas été une effusion de joie, mais c'est plutôt le fait que Donald Trump ne reparte pas pour 4 ans. C'est ça vraiment le soulagement. Après, à la proclamation des résultats, je crois que c'était samedi, il n'y a pas eu d'effusion de joie, c'était pas non plus l'effervescence à la Havane. Les gens étaient plutôt contents, soulagés plutôt, que Donald Trump ne soit pas réélu, parce qu'en soi, Joe Biden ici est pas très connu. Et puis en fait aussi, les médias officiels, les autorités n'ont pas vraiment parlé de lui. Alors avant l'élection, effectivement, les Cubains avaient l'habitude, les autorités plutôt et les médias officiels avaient l'habitude de parler plutôt mal de Trump, ou du moins de le présenter comme un clown, comme une personne un peu stupide, disons-le. Mais sur Joe Biden, en fait, ils n'ont rien dit. Donc les Cubains ne le connaissent pas. Ils savent simplement que c'est lui qui a gagné face à Trump. Et ça, donc ça suffit plutôt à les rendre heureux. Mais voilà, côté médias officiels et autorités, il n'y a pas eu vraiment de réaction. Alors, on peut le voir de plusieurs points de vue, et notamment par le fait que les difficultés économiques de Cuba vont peut-être pas s'améliorer. Enfin, ça va peut-être rien changer, en fait, le fait que Biden soit là. Effectivement, Donald Trump avait endurci les sanctions, mais les difficultés économiques de Cuba, elles sont structurelles, en fait, et elles sont dues aussi à 60 ans d'économie communiste. Donc quel que soit le président américain, ça va rien changer. En tout cas, c'est ce que dit une partie de la population, et c'est ce qui expliquerait le silence des autorités, en fait, parce que ils peuvent pas non plus se réjouir d'un rapprochement, parce que c'est peut-être ça, en fait, c'est peut-être le rapprochement qui
qui mettrait en danger, disons, le régime communiste en fait. C'est peut-être un peu éloigné du sujet des élections américaines, mais les relations entre Cuba et les États-Unis sont assez complexes. Voilà, en tout cas, 50 ans de blocus, ça fait que, quel que soit le président américain pour Cuba, c'est plutôt ça qui est important à changer, c'est le blocus. Il faut lever l'embargo, c'est le message que tout le monde répète ici. Obama ne l'a pas fait. Trump a endurci l'embargo. Qu'est-ce que va faire Biden? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est surtout ça qu'attendent et qu'espèrent les Cubains. Après, il y a aussi une partie de la population qui dit, voilà, moi je m'en fiche. Les élections américaines, ça ne m'importe absolument pas parce que les États-Unis, c'est pas mon pays. Donc effectivement, même si les États-Unis imposent un blocus à Cuba, ces élections, ça ne me concerne pas. Et puis moi, je vote même pas. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire en fait sur le président d'un autre pays qui n'est pas le mien, alors que moi, dans mon propre pays, il n'y a pas de démocratie et le président n'est pas démocratiquement élu. Et on est gouverné par un parti unique, voilà, et ça depuis 1959. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Les Cubains ne sont pas tous anti-Trump et anti-américains. Il y a une partie de la population qui se rend compte aussi que finalement, quel que soit le président américain, ça va rien changer pour eux parce que c'est surtout des problèmes internes qu'il faudrait résoudre. Mais en tout cas, voilà. Ça concerne une partie de la population et de manière générale, on est plutôt soulagé. Pas que Biden soit élu, mais que Trump ne soit pas réélu. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les réactions à Cuba à cette élection américaine. Je vous laisse en espérant que l'électricité revienne chez moi aujourd'hui et en espérant aussi que tout va bien pour vous. Prenez soin de vous. Ici, on est plutôt tranquille avec la Covid-19, avec le coronavirus. Franchement, les autorités ont bien géré tout ça et donc on est assez libre de nos mouvements sans trop de crainte d'être contaminé, même si on doit porter notre masque tout le temps. L'épidémie a été assez bien gérée et d'ailleurs les frontières réouvrent ce dimanche. Alors venez passer me voir, venez passer vos vacances à Cuba si ça vous dit. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Du coup, on se disait qu'on irait bien à Cuba, Kelly. Bah ouais, tout à fait. Oui, ça serait chouette. Bon, j'ai pas beaucoup de réponses à donner aux interrogations. Pourquoi il y a encore le blocus? Pourquoi il n'y a pas un président américain qui arrive à lever ça? Alors qu'on sent bien que tout le système communiste cubain est en train de partir en quenouille. Je ne sais pas. Si je me tourne vers mon interlocutrice et spécialiste américaine préférée, autrement dit ma sœur qui est là, qui a passé 25 ans là-bas, elle en sait rien non plus. Non. Donc décidément, tu ne sers à rien. C'est vrai. Non, mais tu pourrais dire. Non, mais dans ces cas-là, il faut dire. Je vais t'expliquer dans ces cas-là comment faire. Il faut dire. Je pense que c'est d'un point de vue de politique intérieure, afin de ne pas donner un signal vers le socialisme à toute cette frange de la population trumpienne. Bon, voilà. Guantanamo, c'est à Cuba. Ah, mais c'est pour ça qu'ils veulent garder Guantanamo. Bon, en tout cas, c'était très bien. Perrine est là? Oui, je suis là. Alors, où es-tu, Perrine? Je suis en Californie du Nord, donc à l'est de San Francisco. Et t'as toujours pas bougé, alors? Si c'est passé. Non. Bon, salut, Perrine, merci, c'était sympa. Rappelle-nous un peu ce que tu fais là-bas. Tu devais faire une grande balade aux États-Unis. Bon, alors, oui, c'est ça. Donc déjà, je suis mariée à un Américain, mais effectivement, on n'avait pas prévu de s'installer aux États-Unis. Le but, c'était, je suis arrivée donc début mars, juste avant qu'on nous interdise d'arriver. Et le but, c'était de marcher de la frontière frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne à flanc de montagne. Ça s'appelle le Pacific Crest Trail. Et donc, c'était supposé être une grande aventure de liberté. Et ça n'a pas pu se produire. Et du coup, vous avez fait un house trail. Exactement. Donc, j'ai fait un jardin potager très productif. Vous n'avez pas bougé de là-bas? Vous êtes toujours confinés?
Alors, le confinement, ça dépend des counties, donc je sais pas si on appellerait ça des cantons ou des comtés. Ouais. Pour nous, on est dans un comté qui est peu peuplé. J'ai pas re-regardé, mais il y a dû y avoir 10 personnes qui sont mortes depuis le début de mars, donc là-dessus, ça va. Par contre, les écoles sont toujours fermées. Alors, suivant comment les parents le sentent, les enfants peuvent retourner quelques heures ou quelques jours, mais c'est quand même massivement en ligne. Et ensuite, nous, on voit la famille parce que, bon, on est dans des lieux assez reculés, donc enfin, assez reculés, j'exagère un peu, mais il y a 80 000 habitants sur, mon comté, donc c'est pas Ouais. énorme. Depuis cet été, on se voit en famille. Thanksgiving, on se verra aussi, c'est juste qu'on va pas à l'extérieur des gens qu'on connaît, en fait. Mais vous avez le droit de voyager à travers les États-Unis ou pas? Je pense que oui, puisqu'on a aussi eu un mariage dans la famille, on était 60, c'était début octobre et on a un cousin qui est venu de Pennsylvanie et un autre qui est venu du Colorado. Alors pourquoi tu prends pas ton sac et ton mari pour faire la Pacific Trail? Alors, parce qu'on nous a demandé de pas bouger. En fait, le problème pour le Pacific Crest Trail, c'est qu'on arrive à des croisements de routes, donc il faut qu'on fasse du stop pour arriver dans un petit village où on peut, soit récupérer une boîte qu'on s'est envoyée avec de la nourriture, soit il y a une petite boutique et on peut, se réapprovisionner. Mais le point de départ, c'était qu'en fait, nous, on est certainement en très bonne santé, mais que dans les communautés où on va arriver, débarquer, bah, il y a des gens qui sont plutôt âgés et donc qui sont plus vulnérables. Mmh. Donc Donc pour le bon l'instant. sens, c'était rester chez vous, c'est pas une activité nécessaire. Donc là, tu es chez la famille de ton mari. Là, on est dans un studio, dans un garage, mais on D'accord. a 3 hectares, donc on se plaint pas, on a de Mais quoi vous travaillez tout se ça? balader et manger. Vous gagnez des sous ou vous tuez des... Alors mon mari travaille, mais moi, le problème, c'est que je suis pas encore résidente, puisque ça peut prendre jusqu'à 3 ans, donc j'ai pas le droit de travailler pour l'instant. Mais tu travailles un peu au black, tu peux nous le dire. Je travaille en ligne. Ouais. Et c'est là que je sais pas, parce que je suis encore auto-entrepreneuse en France, mais je suis pas résidente française. Oh là là. Dis rien à personne. C'est un peu entre 2. Dis rien à personne. Tu as Demande raison. pas renseignement, continue. Tu as raison. Surtout avec l'administration pour demander ce que tu dois faire. Comment ça s'est ressenti alors là-bas, l'élection de Trump autour de toi? C'était plutôt démocrate, plutôt républicain? On a fait des barbecues? Alors, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que la Californie vote massivement démocrate, mais la Californie, enfin, les États-Unis sont divisés, mais la Californie est aussi très divisée. Si je prends au niveau de l'État, en fait, Hillary Clinton, elle avait remporté 62% des voix il y a 4 ans. J'étais là il y a 4 ans et j'étais extrêmement choquée parce que, comme tu le disais dans la première partie de l'émission, nous, on a une idée de Trump, c'est la force, le côté obscur de la force. Oui. Et c'est vrai qu'Hillary Clinton, j'étais très surprise d'entendre à quel point elle était détestée. En fait, les élites démocrates, je pense, sont détestées d'une manière générale. Mais en fait, pour parler chiffres, elle avait obtenu 8,7 millions de voix et Trump 4,5. Et là, sursaut démocrate, 10,7 millions pour Biden, mais 5,7 pour Trump, c'est 1,2 million de plus. Donc effectivement, ce que disait Carlotta, Trump, il a réussi à solidifier sa base. Et il y a 4 ans, les gens mettaient des panneaux dans leur jardin, en effet, et surtout Trump. Alors je pense que le républicain est fier pour qu'il vote le démocrate, il considère qu'il est au-dessus de ça. Ah, ouais. Mais là, maintenant, c'est les voitures et les drapeaux. C'est vrai que c'est impressionnant. Le week-end avant les élections, il y avait des mecs qui étaient avec leurs drapeaux, qui faisaient l'aller-retour sur la highway et qui se klaxonnaient et enfin, en clair, ils avaient gagné la Coupe du Monde et les résultats étaient pas encore passés. C'est vachement impressionnant ces types-là avec les 4x4 Ouais. et les drapeaux. Oui. Et tu te dis, oula. Mais c'est pas une minorité. Enfin, c'est ceux qu'on voit évidemment, mais c'est pas la minorité de ceux qui sont convaincus par Trump. Et ma famille, ma belle famille, c'est 50-50 et c'est vraiment, ouais. Alors par contre, moi je trouve il y a quand même pas mal de gens, mais peut-être c'est parce que je suis européenne, qui me disent, bon bah d'origine, ma famille, à l'origine j'étais, républicain ou républicaine, mais là, j'ai considéré qu'il fallait que je change et que je vote pour le moins pire. Mais encore une fois, peste et choléra, c'était la même chose en 2016. Biden, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait même pas ce qu'il a fait en tant que vice-président. Les gens ont plutôt voté pour pour les personnes à qui je parle, je pense que les gens ont plutôt voté pour Kamala Harris, pour du changement, pour de la modernité, pour une femme.
Mais Biden, il a 77 ans, bientôt 78, je crois même. Donc, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'il va faire? Comme il arrive, je pense que les gens se disent: «Tout ce qu'il veut, c'est le job, mais après le reste du monde, il s'en fiche, quoi». Est-ce qu'il n'est pas juste le symbole et la pointe émergée de l'iceberg d'une oligarchie traditionnelle américaine qui reprend le pouvoir après l'avoir laissé pendant 4 ans à un zozo qui sortait de nulle part? Et C'est finalement, ça, et puis Obama était vu comme ça aussi, malgré tout. toute cette élite américaine qui avait été d'ailleurs balayée parce que les gens en avaient marre, elle revient, mais bon, elle a peut-être pas une assise très solide. Enfin, je dis ça depuis mon petit appartement à Paris, mais c'est l'impression que ça donne, tu vois. Ouais, non, après, il y a, je pense, je pense que Trump, il avait bien, il est dans la scène politique depuis même avant ça. C'était le premier à avoir dit que Obama était même pas né aux États-Unis, Ouais. qu'il était même pas américain. Enfin, il y a un gros travail aussi de propagande côté républicain. En fait, c'est très, c'est un récit qu'on nous vend, quoi. C'est vraiment, mais ça, c'est les États-Unis. Je trouve les États-Unis sont, au niveau prise de décision, sont beaucoup dans comment est-ce qu'on dit en français? Dans la croyance. Ouais. Tout est croyance, en fait. Ce que tu achètes, ça reflète ce que tu crois et ton émotion. Et je pense que voter Trump, c'est aussi, moi, je suis pas un faible, je me fais pas manipuler. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment les démocrates, c'est l'oligarchie, vous vous faites manipuler, vous êtes faible, ouvrez les yeux. Théorie du complot, c'est aussi quelque chose que Trump alimente beaucoup sur le coronavirus, sur les banques, sur plein de choses, en fait. Et donc, voter démocrate, c'est être innocent, en fait. Alors que voter Trump, c'est être fort, c'est ne pas se laisser faire, c'est conserver la Constitution, tous les acquis, pas se faire déborder par tous ces immigrants, tous ces Noirs, tous ces gens qui viennent nous attaquer. Il y a une grosse peur aussi, je pense, au niveau des États-Unis de voir l'empire s'effondrer. Oui, et de perte d'identité. On est là, c'est nous les descendants des pionniers. C'est marrant, je dis ça à chaque fois, mais ces gens-là, et je n'ai aucun mépris pour eux, hein, tous ces gens-là qui font l'Amérique profonde quand tu la traverses en voiture, que tu croises toutes ces petites villes, ces gens très durs, très forts, très très sûrs d'eux, je les ai croisés aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Australie. Et j'ai croisé les mêmes à chaque fois, et c'est à chaque fois la même histoire. C'est que finalement l'histoire est pas si vieille. Et c'est pas si loin, c'est ton arrière-grand-père qui est, aussi, non, arrière-grand-père qui est arrivé avec la charrette et les bœufs, quoi, et qui a buté du pot rouge et qui a planté son truc dans la, tu sais, comme dans Lucky Luke, je mets mes barbelés autour de ma maison et ici c'est chez moi, puis je prends mon flingue et je le défends. Et ça, c'est des types. Ça, on peut pas comprendre. Pardon? Donc, on a du mal à piger ça, surtout qu'ils venaient c'est des types, alors pour l'Australie, c'était des taulards qui venaient d'Angleterre. Pour l'Afrique du Sud, c'était des types qui étaient jetés là de Hollande et de partout. Pour l'Amérique, c'est des pauvres Irlandais qui mangeaient des racines. Des Écossais. Des gens purs, des Huguenots pour les Français, des Huguenots aussi qui étaient. Et c'est les gens qui en chiaient, quoi. Et c'est nous, Européens, c'est notre, j'allais dire nos gilets jaunes de l'époque, mais non, c'est en dessous de ça, c'était vraiment les pauvres Européens qui ont été là-bas, et chez ceux d'aujourd'hui. Moi, j'ai ressenti en les rencontrant, il y a une fierté. Il y a une fierté de venir de là, d'être de là, et d'être le gars, le descendant de pionnier. Et effectivement, il y a une, enfin, c'est une analyse que je fais tout seul avec moi-même, hein, mais il y a une espèce d'angoisse face à ces élites intellectuelles, côte est, côte ouest, new-yorkaises et californiennes, qui, elles, prônent l'humanisme, l'universalisme, l'ouverture des frontières, etc. Et là, avec l'argent des autres, ça va être ce que les républicains vont dire derrière. C'est bien le socialisme quand on n'a plus l'argent des autres. Il y a vraiment ce côté de se faire soi-même, comme tu disais, sur la définition du socialisme. J'ai des discussions régulièrement, je dis mais ce que vous appelez socialisme, c'est pas du tout comme ça que nous on le voit. Et pour eux, le socialisme, c'est l'absence de propriété privée. C'est l'absence d'initiative, c'est un État qui nous contraint. Et donc la peur d'être contraint par l'État, on en avait déjà parlé, à nouveau, c'est pour eux, en fait, le meilleur État, c'est celui qui n'existe pas. Et ils ne comprennent pas comment nous, on peut avoir des démocraties qui fonctionnent avec un État qui intervient. Quand on leur parle d'éducation ou de santé, en fait, eux, ils voient des coûts de santé énormes, astronomiques, donc c'est sûr qu'ils ne veulent pas payer avec leurs impôts pour ça. Oui, c'est... Il y a ce côté-là, c'est ma terre, c'est mon pays. Et puis la nation, la République, enfin non, pas la République, mais la nation américaine, c'est presque une religion, tu vois. C'est mon... Ouais. Et puis ils en bavent, il faut pas que ces gens-là en bavent.
C'est dur la vie. Hein. C'est pour ça que la réforme de la santé d'Obama. Parle bien dans le micro, Daniel. C'est pour ça que la réforme, je suis tout à fait d'accord avec toi, la réforme de la santé telle qu'elle était prônée par Obama, elle n'a pas été si populaire que ça, parce qu'en fait, d'abord, il fallait que les gens achètent leur assurance, elle n'était pas gratuite. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il fallait renoncer quelque part, il fallait qu'ils renoncent à quelque chose pour le bien de l'État. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, ils renonceront pas ils veulent pas renoncer à ce qui leur est propre pour le bien de l'État, comme ils veulent pas renoncer à leurs armes. C'est pour ça que tous les débats sur les armes sont faussés, parce que de toute façon, avoir une arme est inhérent, je pense, à l'ADN américain. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, j'étais choquée, même les femmes. Alors attends, c'est très rigolo. Sur le mariage, on a fait un petit quiz pour voir si les mariés connaissaient leurs proches. Mais le nombre de femmes qui ont levé leurs bras quand on a dit j'aime mes armes, enfin quand oh purée, le statement, la phrase c'était j'aime mes armes, j'étais choquée. Et c'est moi qui l'avais mis en plus. Mais c'était intéressant pour moi de voir ça. En fait, une femme, pour elle, c'est sa survie en fait. Avoir une arme, c'est pour se défendre. C'est pas qu'elle aime son arme, c'est qu'elle veut être libre et se sentir protégée. Et ça, on ne le comprendra jamais. Moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. De psycho à deux balles, ça va aussi avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que c'est un État sans État. Si c'est un État sans État, c'est moi tout seul face au reste du monde dans la jungle. Oui. Moi tout seul face au reste du monde dans la jungle, j'ai besoin d'un flingue. Oui. Voilà. Nous, on n'a pas besoin d'entreprendre. L'État est là, maman ou comme un papa protecteur. Donc, on n'a pas besoin d'armes puisque l'État, on est tous là ensemble. Et quand tu rentres dans une philosophie où tu es tout seul face au reste du monde, eh ben, tu t'armes, quoi. C'est une autre vision, ouais. Nadine va intervenir. Les Américains moi je pense qu'ils sont aussi en permanence en train de repousser la frontière. C'est ça quand même le grand mythe américain. Ils sont arrivés de l'Est et pour arriver jusqu'au Pacifique. Donc cette idée de repousser la frontière, avec tout seul sur son cheval, avec son flingue. Aujourd'hui, évidemment, le Pacifique était atteint depuis longtemps, mais cette idée quand même de repousser une frontière, donc le défi permanent à soi-même, c'est quand même très inhérent à la mentalité américaine. Et donc, on n'a pas besoin de l'État. On se le fait tout seul. On est tout seul avec son flingue. Donc, on n'a certainement pas besoin de l'État qui nous dise qu'il va acheter des médicaments pour nous. Donc, l'assurance santé, elle passe pas. Et l'assurance et cette idée d'un contrôle sur les armes, ça passe pas du tout non plus. Ouais. Ça, évidemment, quand on est sur la côte Est et la côte Ouest, non, c'est un autre discours. Mais tout le reste, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. C'est juste pas dans par rapport. Ouais, vas-y. Non, Perrine, vas-y, ouais. Non, je disais par rapport à ce qu'avait dit Carlotta aussi avant, tu vois, quand elle parle de cette gauche qui prend de l'élan, sur la côte ouest, ça n'existe absolument pas. Vraiment, les gens s'écharpent entre t'es démocrate, t'es socialiste, ce que tu veux, c'est le capitalisme. Bernie Sanders, personne n'en parle, personne n'y croit. Pour eux, c'est une utopie totale. Je trouve que effectivement, la côte est est beaucoup plus entre guillemets européanisée et plus proche des idées européennes. Mais tout ce qui est au-delà, à partir du Midwest, tout le centre et toute la côte ouest, je pense que c'est des idées qui sont absolument pas populaires et totalement incomprises. À tel point qu'il y a une application entre voisins où je disais, mais est-ce que vous appelez socialisme? Je me suis dit, je me permets, en tant que cousine, de vous donner mon point de vue sur le mot socialisme. Et on m'a vraiment répondu, dans la définition dans le dictionnaire, c'est pas de propriété privée. C'est faux. C'est est-ce que les moyens de production sont gérés par une communauté? Ça peut être l'État, ça peut être... voilà. Mais dès qu'il y a une entreprise publique qui est défaillante, c'est la preuve qu'il nous faut un capitalisme triomphant, qu'il nous faut une concurrence, etc. Ils y croient, mais mordicus. Et de toute façon, encore une fois, c'est une question d'identité et d'ADN. Tout ce que les Américains ont prôné, ont développé et ont, d'une certaine façon, marketé partout dans le monde, ils ne peuvent pas s'en sortir, sinon, qui sont-ils? En fait, je pense qu'ils ont une peur face à leur perte d'identité, comme tu le disais avant. Il faut rester fort, il faut rester américain. Même si le monde change autour de nous, c'est de nous. Ouais, on fait ça et on a raison. Bien vu. Je rajouterai un petit truc, c'est que je pense que l'argument qu'on pourrait leur donner, c'est de dire c'est pas une société d'État, mais c'est une société solidaire où mes impôts à moi payent, mes charges sociales par exemple, les cotisations sociales payent la retraite ou le chômage d'un gars qui est au bout de la rue et que je connais pas et j'en suis très fier. Et quand moi je serai dans la mouise, là l'ensemble de la société paiera pour moi. Et alors ça passe pas du tout. Et j'ai l'impression que eux, leur solidarité passe par les dons à des associations religieuses, il y a des choses comme ça, et privées. Ouais. Il n'y a pas du tout cette idée de constitution d'un... Remarque, nous, franchement, elle serait pas imposée, elle passerait pas non plus. Faut pas être, tu vois,
faut pas être bisounours. Nous, elle passe parce que c'était obligé de l'accepter. Mais je suis pas sûr que si demain on donnait aux gens le choix, ils la prendraient. Je sais pas. Et tu vois, tu parlais de ministère tout à l'heure, par exemple. Il n'y a pas de ministère de la culture aux États-Unis non plus. C'est privé. En fait, dès qu'il y a un souci, c'est des associations, c'est de la bienfaisance. Il y a un côté aussi, tu vois, je gagne beaucoup d'argent et après, moi, je décide comment je le rends. Et en général, je le rends d'ailleurs. Il y a énormément de donateurs privés, bien plus qu'en Europe, par exemple. Oui, parce que C'est ça. une autre façon de l'organiser. Ils le rendent sans non plus en perdre. Tu vois, quand on reprend, les gens me disent, Bill Gates, c'est extraordinaire, il a tout donné. Je dis, non, il a pas tout donné. Il a monté une fondation. Les produits de cette fondation vont à des associations. Mais lui, son pognon, il est toujours là en train de fabriquer des petits. Il donne le Et puis produit. c'est les intérêts et puis c'est des intérêts qu'il choisit personnellement. C'est pas des intérêts qui sont choisis non. au niveau collectif. Bah, pas du tout. Et quand tu vois dans quoi l'argent de la fondation Bill Gates est investi, c'est pas vraiment des bisounours. C'est Coca-Cola, l'armement et le pétrole, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans... Bon, bref. Maintenant qu'on a bien dit du mal, on vous embrasse. Salut Perrine. Perrine, merci beaucoup. C'était très cool de parler avec toi. Bonne poursuite de confinement en Californie, en espérant t'entendre un jour ou l'autre quand même en train de marcher entre le Mexique Avec grand plaisir. Ah ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Non, pas en marchant, moi je le ferais. Oh, quoi que. Non, je le ferais bien en bougeant. Non, mais en marchant, il faut 10 ans pour faire ça. 5 à 6 Combien de temps 5 à 6 mois, oui, donc pour moi, ça veut dire 1 à 2 ans. Ouais, pour la neige. Est-ce qu'il y a des pubs en route? Absolument pas. Ouais, non, mais va sur le Camino alors. Va plutôt à Compostelle. Moi, je l'ai fait en voiture, tu sais, c'est la Highway 1. Je crois que c'est la première, c'est ça? Oui, sur la côte ouest, ouais. San Francisco, Los Angeles. J'ai fait ça moi en voiture. Dans une décapotable blanche. Je vous assure que c'est vrai. C'était pas voulu tuer. En m'arrêtant dans des motels. C'est un trip aussi. C'est un trip rigolo à faire. Non. Bon, merci beaucoup, Perrine. Merci, à la prochaine. Salut, Perrine. Bonne soirée. Stéphane, Flo, vous êtes là? Oui, on est là. Alors, je voulais vous dire, très bon essai que nous avons fait aujourd'hui de faire du Allô la planète avec des ordinateurs. C'est bien, ça a marché. Je remercie tout le monde. En revanche, Stéphane, Flo, faut qu'on se cause hors antenne et qu'on voit un peu comment aménager l'histoire. Oui. Ça marche, mais il faut qu'on travaille un petit peu quand même. Tout à fait. Oui. Je crois que nous avons prouvé ce soir que ça fonctionnait. Oui. Mais il y a 2-3 petits bugs à régler que nous allons régler avant la prochaine. Tout à fait. Et c'est quand la prochaine? Je sais pas, on peut peut-être en faire une, puisque je bouge pas et que vous bougez pas, on peut se dire samedi prochain si vous voulez. Allez, ça marche. Maintenant, on s'appelle d'ici là pour... ça c'est de la ficelle interne et les auditeurs, ça vous voyez comment ça marche. On s'appelle avec Stéphane et Flo entre-temps pour essayer d'améliorer un petit peu le business. Mais le bousin là, mais c'est bien, ça marche bien, on va y arriver. Donc si vous voulez participer à l'émission de la semaine prochaine, envoyez un petit message dès maintenant via la page Facebook ou directement à Stéphane et Flo, enfin comme d'habitude. Vous inscrivez, dites je veux causer aussi la semaine prochaine et puis vous serez là avec nous. Voilà. Super. Ça me fait bizarre, moi franchement, je suis là, je parle à un écran. Oui, c'est très bizarre. C'est pas le kiff total, mais bon, on sauve Allô la planète. Ouais, c'est clair, c'est pas le kiff, ouais. C'est un peu bizarre. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous soyez plein, comme ça, ça me, voilà. Je vois vos noms et je me dis, je suis pas tout seul. Non, il faut pas des images, Nadine, on t'a expliqué la bande passante. Oh là là. Même aux États-Unis, ça sait pas ce que c'est une bande passante. Je vous embrasse, ça va bien vous deux là-bas, ouais, ça va vous bien. Très bien. Oui, ça va très bien. Pas trop de galères, voilà, vous en faites pas, vous pouvez boire des coups, aller voir les copains ou. Oh, écoute, on essaye, on loose des. Ouais, ils partent à 4 pates dans la nuit déguisés en mouton. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai. Il n'y a jamais eu autant de manifs anti-confinement que depuis qu'on est reconfiné. Moi, j'irais bien au BNA. Ah ouais. Oui, reviens Nadine, reviens. D'ailleurs, puisqu'on est là, je sais pas s'il écoute, mais je salue le gars du bistrot qui nous a accueillis et le soir. Oui, Franck, on fera passer le message. Voilà. Dès qu'on revient au blague, Nadine, on reveut les huîtres et le petit blanc. On y était ce matin. On y était ce matin, voilà. On a bien un petit café. Bon, on vous embrasse, salut tout le monde, à la prochaine. Laissez des messages sur la page Facebook pour participer et roule ma poule. Bye bye. Bye. Salut tous les deux, bravo, merci. Merci à toi. 5, 4, 3, 2,
Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange.